Eh ben, on est parti donc. Bonjour tout le monde. Alors je vais clôturer cette journée spéciale FASM. Je ne sais pas si jamais certains d'entre vous étaient présents quelques heures avant pour les rencontrer en vrai. Je ne sais pas si vous les voir, ils sont encore dans les terrariums qui sont ici. Donc c'est l'occasion de les voir en vrai pendant que je vais aussi vous en parler un peu en théorie. Parce que moi ce que je vais vous présenter ici, ce sera plutôt le FASM dans son intimité, vraiment le fonctionnement du FASM, la vie des FASM, l'écologie des FASM, au sens large. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Où sont les FASM ?» en hommage à Duvet, mais aussi « Où sont les FASM ?» Mais surtout parce qu'on va se poser la question déjà de où sont-ils, parce qu'on s'est dit forcément il faut les trouver, c'est comme on super bien. Mais la question que moi je me suis posée en tant que scientifique par rapport à l'évolution des FASM, où est-ce qu'ils sont situés dans le vivant? La question qu'on peut se poser à chaque fois, c'est où sont-ils par rapport aux autres espèces? Comment on les classifie? Où est-ce qu'on les situe? Alors, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. C'est bon, attends. Oui, c'est bon? C'est bon? Attends, ah non, parce que je fais pas sur mon ordi. C'est allumé Oui, oui, j'ai allumé. C'est pour ça. Pareil. C'est bon? Vers le bas? C'est bon? Ok. On va se poser la question déjà, c'est quoi un FASM? Où est-ce qu'on va le situer dans le vivant? Donc jusque-là, pour pas vous faire toute l'histoire des animaux, un FASM est un insecte, on va commencer à partir de là. C'est un insecte, mais c'est déjà très vaste. On va voir que les insectes, c'est ce qui représente la plus grande diversité des animaux sur Terre. Si on regarde un peu en termes d'espèces, les insectes, c'est les 3/4 des animaux qu'on trouve sur Terre. Donc les FASM. Un petit peu le petit arbre généalogique des insectes, grosso modo, on fait ça assez rapide. On retrouve sur les plus anciens tout ce qui est libellules, éphémères. Les FASM, on les retrouvera dans la branche qui est ici, à côté des orthoptères, c'est-à-dire les sauterelles, les criquets. De l'autre côté, un groupe un peu où on retrouve plein de trucs, je ne m'étale pas dessus, c'est un peu compliqué, mais les blattes, les termites, les mantes, ils sont tout ça. Et ensuite, les insectes les plus récents, on peut dire au niveau de l'évolution, on retrouvera les punaises, les coléoptères, les hyménoptères, les papillons, les mouches, etc. Donc les FASM, ils sont ici. C'est pas les plus vieux des insectes, c'est pas les plus récents non plus. Leur histoire commence il y a environ 100 millions d'années. C'est à peu près à cette époque-là que les premières traces de FASM ont été détectées. Et si on zoome un petit peu sur leur famille, si on zoome un peu sur leur famille, on voit que c'est quand même assez complexe. Des branches, il y en a plein. Il y en a, on n'est même pas sûr trop de quel embranchement ça va. J'ai regardé un peu les derniers articles scientifiques sur la classification de la famille des FASM. Ça date de 2018, c'est cette année, et c'est encore un sacré bazar. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, on va surtout se dire que les FASM, c'est environ 3000 espèces dans le monde. 3000 espèces découvertes aujourd'hui. Il y en a aussi des éteintes, et il y en a peut-être qu'on a encore jamais vu. Qui se camouflent super bien, donc là, c'est pas évident à voir. 3000 espèces dans le monde. Bon, sans aller plus en détail sur les FASM, on peut se dire, finalement, de quels insectes ils sont les plus proches dans l'évolution. Parce que là, on les voit entre les sauterelles, entre les mantes religieuses. Bon, c'est vrai que ça leur ressemble un petit peu, mais est-ce que vraiment, ce sera ces espèces-là qui seront vraiment les espèces, les familles sœurs des FASM? Si on regarde juste au niveau purement morphologique, un FASM, bon, c'est assez basique comme insecte. Hein, on a la tête, le thorax, l'abdomen, les 3 paires de pattes, les antennes, assez classique. Et vu la forme, les scientifiques au début se sont dit, bon, ça rentre dans la catégorie des sauterelles, ça ressemble un peu à une sauterelle un peu allongée, avec des pattes un peu plus fines à l'arrière. Pourquoi pas? Donc on s'est dit, le groupe le plus proche des FASM, pour arriver à les replacer, on va dire que c'est les orthoptères. Donc les sauterelles, les criquets, tout ça. En fait, pas du tout. On s'est rendu compte que non. Il y en avait encore d'autres insectes qui étaient plus proches des FASM encore. Les FASM sont plus proches des insectes. On s'est dit, ils sont quand même proches des mantes aussi. Si on oublie les pattes ramifiées à l'avant, bon, ça se ressent, ça se tient. En fait, non, toujours pas. On continue à chercher, on va les trouver ces espèces-là. On s'est dit, bon, ça ressemble un peu à un perce-oreille. Ouais, si on enlève celui à l'arrière, qu'on les étire un petit peu. Ouais, ça se tenait, mais c'est toujours pas ça. Et aujourd'hui, dans les publications les plus récentes que j'ai pu trouver, les insectes qui seraient les plus proches des FASM, c'est ces trucs-là. C'est des ambioptères. Alors les ambioptères, c'est un groupe d'insectes complètement obscurs qui vivent dans les pays tropicaux. Ils vivent dans du bois mort, un peu comme des termites, en colonie de 10-20, un peu comme des bronzologues, et ils sont capables de faire de la toile avec leurs pattes avant. Alors c'est des insectes complètement improbables. Alors pourquoi je ne vous ai pas parlé de ces insectes aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que finalement, ils sont super intéressants aussi. Mais pour vous dire que
que c'est le plus proche parent, génétiquement parlant, des phasmes, apparemment, de ce qu'on sait aujourd'hui. On va dire que les phasmes, ça démarre quand même des insectes qui sont assez particuliers. Et on va le voir, ça va se vérifier. Alors, pour parler des phasmes, je vais vous présenter déjà les espèces qu'on a en France. Parce qu'on a des phasmes en France. Ouais, on a des phasmes en France, on en a pas énormément par rapport à d'autres pays, mais on en a quelques-uns. Le plus connu, le phasme gaulois. Ouais, le phasme gaulois. Et alors, donc c'est un phasme bâton, tout à fait classique. Ah voilà, c'est le phasme gaulois. Il fait environ 7 cm, on le retrouve dans la garrigue, les milieux chauds, plutôt dans les ronciers et les broussailles. Il a une belle petite bouille, on le reconnaît assez bien avec ses antennes courtes. Et c'est celui qu'on retrouve le plus en France. On peut le retrouver quasiment jusque dans le nord, même s'il est rare, c'est plutôt dans le sud qu'on le voit. Un autre phasme qu'on a en France, qui lui nous intéressera pas mal pour la suite aussi, c'est le phasme de Rossi, ou bacille de Rossi. Un phasme bâton, encore une fois, il ressemble vraiment beaucoup à l'autre. Hein. Le meilleur moyen pour les différencier, le phasme de Rossi est un peu plus long. Il a une bonne tête aussi, des antennes plus longues. Lui par contre, on ne le retrouvera surtout que sur le pourtour méditerranéen. En fait, c'est un phasme qui nous vient d'Italie, donc il est plutôt maritime. Et le dernier phasme qu'on va trouver, on a que 3 espèces en France, encore un phasme bâton, ce qui est le plus classique, celui-là est tout petit, le phasme espagnol, hein, environ 5 cm, et celui-là, encore une fois les jolies têtes, un petit œil jaune, on le retrouvera encore une fois sur le pourtour méditerranéen, mais il viendra plutôt du côté Espagne. Voilà. Alors du coup, bon, les phasmes de France, on a fait le tour. Donc on va plutôt s'intéresser aux phasmes qu'on va retrouver ailleurs dans le monde, parce que finalement, les phasmes, on les retrouvera surtout dans notre pays. Il faut dire ce qui est, c'est surtout des espèces qu'on retrouvera dans les zones tropicales. Alors, ça, c'est les zones où on peut retrouver des phasmes dans le monde, c'est-à-dire un peu partout autour des tropiques finalement. En France, on le voit, on est vraiment tout au bord, hein, donc c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup d'espèces de phasmes par chez nous. La plus grande diversité, on la retrouvera donc, comme je dis, dans les zones tropicales. Les zones tropicales, ça va être par ici, pour les phasmes. Ce sera par ici qu'on aura la plus grande diversité, pas mal en Amérique du Sud, un peu en Afrique centrale, mais ça va être surtout en Asie du Sud-Est et en Australie. Là qu'on trouvera vraiment la plus grande diversité d'espèces, de formes surtout, parce que jusque-là, les phasmes que je vous ai montrés, c'est les phasmes bâtons. Mais bon, les phasmes bâtons, c'est la forme le plus classique qu'on peut avoir, mais les formes peuvent être très variables. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des phasmes feuilles, par exemple, on en a quelques-uns ici, vous pourrez aller les observer tout à l'heure. Voilà. Des phasmes, on peut avoir des phasmes comme ceux-là. Phasmes du Pérou. Des très grands, des grandes ailes, qu'on retrouve en Afrique notamment. On a aussi les phasmes scorpions avec un abdomen un peu recourbé. Ceux-là, on va les retrouver en Australie. Ou encore les fameux phasmes-feuilles. Encore une fois, je vous présente quelques espèces. On va voir que les phasmes-feuilles, on a des centaines d'espèces différentes. Ceux-là, c'est les phasmes-feuilles des Philippines. Pour donner un petit aperçu de la forme et de la diversité de formes des phasmes qu'on peut avoir. Il faut savoir que les phasmes aussi, c'est les plus grands insectes du monde. Parmi les insectes, les plus grands qu'on va retrouver, ce sont des phasmes. Et de loin, hein, parce qu'il y a plusieurs espèces qui sont les plus grandes. Le numéro 3, je vais faire dans l'ordre du podium, un phasme qu'on retrouve au Vietnam. Je vous ai mis du coup plutôt des photos où les gens les tiennent comme ça, on peut voir à peu près la taille que ça a. Donc la tête ici, hein, jusqu'à l'abdomen ici, donc 54 cm de la tête à l'abdomen, modestement. Mais c'est pas le plus grand. En numéro 2, c'est un phasme géant aussi qui nous vient de Bornéo, qui a été découvert assez récemment aussi. Hein. Vous voyez la date de découverte des espèces ici. Hein. C'est le plus grand insecte du monde, mais il a bien fallu les trouver. C'est-à-dire que les phasmes se cachent pas. Et le plus grand nous vient de Chine, il a été découvert aussi il n'y a pas très longtemps. Donc on a vraiment la plus grande espèce de phasme. Donc voilà, et je pense que même si on va sur les 4e et 5e plus grandes espèces d'insectes, ça restera des phasmes. On a beaucoup d'espèces assez grandes. Tout en longueur, bien entendu. Oui. Madagascar, c'est quelle taille, tu sais ou pas? Madagascar, ça fait une superficie assez grande, ça doit faire plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Non, je ne dirais pas que Madagascar, je ne sais pas, ça dépend des espèces. Mais je ne sais pas s'ils ont des phasmes très grands. De ce que j'ai vu, en tout cas, pour les phasmes géants comme ceux-là, c'est plus ou moins, là on voit, c'est le même genre. Hein. Donc on voit là, par exemple, ici, c'est des espèces qui sont très proches les unes des autres. Et tous ces genres-là, on les retrouve surtout en Asie, Asie du Sud-Est. Dans Madagascar, ce ne sont pas tout à fait les mêmes espèces. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Où sont les phasmes? Je vous dis déjà, pour avoir des espèces géantes comme ça, il a fallu les découvrir tard. Il a fallu les trouver. Donc les phasmes se camouflent super bien. Effectivement, c'est un petit peu pour ça qu'on connaît les phasmes, c'est que c'est des espèces qui se cachent, sont très dures à détecter dans la végétation. On le voit ici,
Voilà, quelques exemples de phasmes, hein, des phasmes qui phasmes mousse, phasmes feuilles, phasmes bâton. Très dur à détecter. Quand on tombe là-dessus, si on ne fait pas attention, on ne voit pas les feedbacks, c'est une branche. Et clairement, c'est exactement ça. Je dis camoufler depuis tout à l'heure, mais c'est totalement faux. Les phasmes ne se camouflent pas. Le camouflage, c'est le niveau 1. Hein, on se cache. C'est-à-dire, on se met sur une plante, on prend la couleur de la plante, voilà. Les phasmes, ils sont allés plus loin. Les phasmes, ils sont passés au niveau 2. Les phasmes font du mimétisme. C'est-à-dire, ils vont carrément faire passer pour une plante. Leur corps devient la plante. C'est pas on se cache, c'est on devient la plante. Voilà. Effectivement, les phasmes vont passer à ce niveau-là, qui est beaucoup plus efficace, en tout cas poussé à l'extrême, comme pour les phasmes feuilles, par exemple. Il faut savoir que ce n'est pas les seuls à faire du mimétisme, les phasmes. Il y a beaucoup d'espèces qui font ça. Et chez les insectes, pour rester parmi eux, il y en a une particulièrement, la menthe orchidée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des menthes comme ça. Ce sont des menthes orchidées, hein, c'est des menthes tropicales, encore une fois. Et donc ce sont des menthes qui vont... on a longtemps pensé qu'elles se camouflaient sur les fleurs, en ressemblant à des fleurs. Finalement, non. On a découvert que c'était vraiment du mimétisme, où la menthe se fait passer pour une fleur elle-même, pour attirer les insectes butineurs qui viendront poser du coup sur la plante. On finira par les manger. Donc c'est assez amusant de voir que la stratégie du mimétisme peut être utilisée à la fois pour éviter les prédateurs dans le cas des phasmes, pour se camoufler, ou inversement, pour attraper les proies dans le cas d'un prédateur. Petite... Oh, ça m'avait fait mal. Le mimétisme chez les phasmes, il va encore plus loin. Parce que là, on l'a vu, ils ressemblent à des plantes, mais ils peuvent adopter des comportements de plantes. Alors, des comportements de plantes. Plantes, un comportement. Ouais, les phasmes, si on prend le temps de les observer un petit peu, on pourra essayer tout à l'heure, je pense que ça marcherait. On leur souffle dessus, on fait du vent, ils vont se comporter comme un morceau de planche sous le vent. Ils vont se balancer. Voilà, les phasmes bâtons vont balancer, les phasmes feuilles aussi, pour reproduire les mouvements d'une plante sous le vent, pour vraiment imiter la plante jusqu'au bout. C'est la fameuse technique de la plante sous le vent, bien connue. Donc on leur souffle dessus, ça marche bien. Alors on ne sait pas encore si c'est vraiment du camouflage ou du mimétisme, mais là on joue sur les mots, vraiment. L'important c'est de se dire qu'ils imitent vraiment à la perfection les plantes, jusque dans les moindres détails. Une autre technique. Ah. Ça marche? C'est parti. Une autre technique. Alors ça on aura l'occasion d'observer aussi si vous voulez rester un petit peu après. C'est la technique, dire le morceau de plante qui tombe, parce que c'est exactement ça. Quand on prend un phasme bâton sur la main et qu'on l'embête un petit peu, il y a un moment où il va être trop stressé, il va mettre ses pattes vers le haut, vers le bas, devenir une brindille, et tomber au sol et puis bouger. Alors je suis un morceau de branche, je ne bouge plus, je suis par terre. C'est un peu ce qu'on voit là, avec quelques-uns qui se lèvent de temps en temps. C'est un phénomène qui est assez répandu, encore une fois, dans le monde animal. Il y en a beaucoup qui le font, c'est le phénomène de thanatose. Le fait de se raidir, faire le mort, vraiment, de thanatos, évidemment. Voilà, la stratégie qui consiste à faire le mort pour éviter un prédateur. Chez les phasmes, c'est carrément faire un morceau de bois mort. Et on voit les phasmes, donc repartent une fois le danger écarté, ils peuvent se lever et partir tranquillement, tout en se balançant. Mais se cacher, ça ne suffit pas toujours, parce qu'évidemment, les phasmes, si jamais ils arrivaient super bien à se cacher, ben on sait qu'on envahit, ils viendraient partout. Bon, il faut quand même manger de temps en temps. Alors, une technique bien particulière, hein, la technique de sacrifier un morceau. Alors, ça, c'est un peu connu, c'est un peu la technique du lézard qui perd sa queue pour échapper à un prédateur. Les phasmes peuvent faire pareil. C'est ce qu'on appelle l'autotomie. Donc, auto de soi-même et tomie de couper. Souvent, les phasmes vont pouvoir détacher volontairement une de leurs pattes. Si on les attrape par une patte, par exemple, ils vont la détacher, ils vont la couper et s'enfuir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on manipule un phasme, parce que s'ils sont trop stressés, ils laisseront tomber les morceaux. Et c'est pas anodin, parce que même si jamais, donc là on le voit pas, j'ai mis une petite tâche au cas où vous n'avez pas vu, mais l'épargne pas. C'est vraiment une technique de dernier recours en cas de danger de mort, vraiment pour échapper à un prédateur, il n'y a pas d'autre moyen. Mais il faut savoir que chez les phasmes, un peu comme chez les lézards, grosso modo c'est un parallèle, mais les pattes peuvent se régénérer. Là on le voit ici, un phasme qui a perdu des pattes, on voit des espèces de petits tortillons là, qui sortent des moignons. Alors un petit zoom dessus, hop, le petit tortillon en question, c'est carrément une patte entière enroulée qui est en train de se régénérer, de repartir de zéro. Alors on peut distinguer les différentes parties de la patte, là on voit les derniers morceaux du tarse. Vraiment une patte entière qui revient. Après, bon,
C'est quand même, la pâte elle peut se régénérer, mais elle ne sera pas aussi grande ou aussi fonctionnelle que la pâte qu'il y avait avant, et surtout ça leur demande énormément de temps et d'énergie de régénérer une pâte. Oui. Et justement, est-ce que par exemple si elle perd 2 ou 3 fois la même, ça se régénère quand même? Alors ça se régénère quand même, mais du coup encore une fois c'est énormément de temps et d'énergie, et les pâtes il faut savoir qu'ils ne vivent pas très longtemps non plus. Donc ils n'auront pas trop le temps au cours de leur vie de perdre plusieurs fois les pâtes, la même pâte. Non, c'est bon. Mais effectivement, ça peut, potentiellement, ça pourrait se régénérer à l'infini. Je ne sais pas trop si ça a été testé, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense que oui. Ah, effectivement, il faut savoir que cette technique de perdre un morceau, on dit que c'est dû au prédateur, mais pas toujours. Quand on a un phasme, il perd une patte. Alors, je l'ai mis un avis dans le titre, hein, le danger leur colle à la peau. Effectivement, il ne perd pas toujours des pattes à cause des prédateurs. À votre avis, pour quelle raison il pourrait perdre des pattes? La mue. 20% du temps. Alors oui, il faut savoir que les insectes sont des animaux qui muent. C'est-à-dire ils n'ont pas de squelette, ils ont un squelette externe. Et donc quand ils grandissent et qu'ils sont trop serrés, ils changent de peau. Donc ils font une mue. Ils relâchent leur ancien exosquelette. Et donc ils doivent s'extirper de cette mue. Et pour ça, les phasmes, ils ne sont pas bien lotis. Parce que pour un phasme, s'extirper de sa mue, c'est toute une aventure. Un phasme, c'est tout fin, ça a des pattes extrêmement fines, encore une fois. Et souvent, on a vu, il y a pas mal d'espèces qui ont des petites épines un peu partout pour ressembler à des ronces, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas simple de sortir d'une mue. Alors effectivement, comme la vie des phasmes n'est pas facile, ça peut arriver que des fois, il y ait une patte qui reste coincée. Si une patte reste coincée dans la mue, ils vont rester coincés dedans, ils vont finir par mourir de faim. Et il y a beaucoup de phasmes qui meurent sur une mue ratée. Donc c'est pour ça que le fait de pouvoir perdre une patte, 20% du temps, c'est parce que pour s'extirper de leur ancienne peau finalement, voilà, la raison pour ne pas non plus rester coincé dans son ancienne peau. Parce qu'effectivement, ça serait bête de mourir comme ça. Bon, c'est juste histoire de préciser, il faut préciser quand même que 80% du temps, ça reste une adaptation pour échapper au prédateur. On le met ici, sur tous les oiseaux. Alors, d'autres adaptations qui sont assez folles. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré le phasme qui venait du Pérou, il était tout rouge. Vous vous rappelez? Alors on peut se dire sur quoi il se camoufle, sur quoi il se cache. Parce qu'il y en a tout simplement qui vont décider de ne pas vraiment se cacher. Et encore une fois, il y a des espèces qu'on peut avoir ici de phasmes qui ne se camouflent pas. C'est assez étonnant, mais ils ont une technique qui est tout aussi efficace. Une technique spéciale d'en faire voir avec toutes les couleurs. En voilà quelques exemples. Donc le fameux phasme du Pérou, avec les femelles et les mâles qui ont des couleurs différentes. Encore un phasme péruvien qu'on a ici, et celui-là on pourra le voir en vrai, il va dans les vivariums. Ou un phasme de Madagascar, je pense. C'est des phasmes très colorés, on va dire, ils ont du mal à se camoufler sur les plantes, le but c'est de ne pas du tout se camoufler. Et quand on y regarde bien, ils ont des couleurs quand même qui reviennent, des motifs, des couleurs jaunes, des couleurs rouges. Ça fait penser à d'autres insectes, donc on voit des couleurs jaunes, des couleurs rouges, notamment des coccinelles ou encore des rayures de guêpe. Ce sont des couleurs qui ne sont pas du tout anodines. Des couleurs qui ont un sens, qui ont un signal, que les prédateurs comprennent. Quand les prédateurs voient des couleurs rouges avec des points noirs, ou des couleurs jaunes avec des rayures noirs, ils associent tout de suite à un poison, à un venin. Alors chez les insectes, c'est vrai aussi chez d'autres espèces. C'est vrai chez les reptiles, c'est vrai chez les poissons, c'est vrai chez les papillons même. Hein. C'est ce qu'on appelle des couleurs approximatiques. Alors c'est le terme technique, et ça veut tout simplement dire que, attention, si cette couleur est toxique. Les prédateurs, ils vont peut-être en manger un une fois. S'ils sont encore en vie après ça, ils n'auront pas en goûter deuxième. Alors effectivement, ces couleurs sont avertissantes pour les prédateurs. Donc dès l'instant où les phasmes sont très colorés et qui sont vus par les prédateurs, ils ne sont pas trop embêtés puisque les prédateurs ne vont pas bien les manger. Donc on a besoin de se camoufler. Voilà. Certaines espèces ont donc opté pour cette stratégie. Et en plus de ça, ces espèces-là, elles sont toxiques non seulement si on les mange, mais en plus de ça, elles ont la capacité de projeter du venin. Alors c'est pour ça que les phasmes péruviens qu'on a ici, on les regardera de loin, parce qu'ils peuvent projeter du venin. Et on peut en prendre dans les yeux et ça fait assez mal. Ils sont vraiment toxiques. Ils sont vraiment toxiques. Pour nous, c'est très irritant. Pour un oiseau, je pense que c'est plus grave. Alors on l'a vu, effectivement, je vais revenir un petit peu en arrière, je ne vais pas parler, mais on le voit pour montrer leur couleur, ils ont des petites ailes. Et quand je suis tombé là-dessus, surtout sur lui, ça m'a fait un peu tiquer, au niveau des ailes. À quoi ça va lui servir? Il y avait des petits moignons d'ailes comme ça. Voilà, on les voit de plus près ici. Je me suis dit, elles sont un peu bizarres ces ailes. Bien sûr, c'est pour montrer la couleur. Mais
si jamais il y avait déjà des ailes à la base, il aurait, enfin, si c'est juste pour avoir une couleur rouge, il aurait fait rouge lui-même. En fait, chez cette espèce-là, précisément, parce que je n'ai pas trouvé chez d'autres espèces, mais chez les ailes, ces ailes ont une autre fonction. Alors on va faire un petit coup, à votre avis. À votre avis, en plus de la couleur rouge, ces ailes vont servir à se faire, à voler, parce qu'en fait il est très léger. B, à faire éventail, il a chaud. C, à faire du bruit, c'est un grand mélomane. D, la réponse D. Voilà. Là, se camoufler parce qu'il est complètement assommé. Alors, à votre avis, A, B, C. La bonne réponse, exactement, c'est la réponse C. Ces ailes vont lui servir à faire du bruit. Alors, c'est là que je croise les doigts pour voir si les vidéos vont marcher, parce que vous avez mis des vidéos de ces phasmes qui vont faire du bruit. Je peux cliquer dessus, ça. Ah, super. Alors, est-ce qu'on a le son? Est-ce qu'on se lance? Attends. Si ça se lance pas, je les ai sur mon ordi, on pourra les voir après sinon. Parce que d'avoir déplacé le. Ah, d'avoir déplacé le fichier, peut-être que ça a plus bien. C'est sûr, c'est bon, c'est déplacé. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure. On prend son parole, ça fait du bruit. En fait, en épougeant, c'est un peu comme des ailes de criquet finalement. Hein. On leur aide à faire un petit. Non, c'est pour ça. Je vais avancer. Mais du coup, voilà, donc ça va faire un petit cri. Donc qui va servir encore une fois de signal, en plus de la couleur, il faut faire aussi peur au prédateur. Et ça se voit bien parce que sur les vidéos, ce sont des gens qui les manipulent. Ils vont dans des terrariums de ces façons-là, ils les manipulent, et comme ils sont très stressés, ils déploient leurs ailes et ils mettent la main. Donc c'est assez amusant, je vous montrerai les vidéos tout à l'heure, sinon vous les retrouvez facilement sur YouTube. Bon, après, bien sûr, ces ailes-là, ça c'était un cas particulier pour ces phasmes-là. Je suis un peu désolé pour la vidéo, mais dans la plupart des cas, ces ailes, les phasmes qui ont des ailes, leur servent à voler, bien évidemment, comme pour beaucoup d'insectes. Et chez les phasmes, c'est pas rare d'avoir des ailes. 40% des espèces de phasmes ont des ailes fonctionnelles qui leur servent à voler. Donc, c'est quasiment la moitié des espèces qui vont avoir des ailes. Ou au moins chez un des deux sexes. Ils ont pas tout, voilà. Des fois, c'est juste les mâles qui ont des ailes. Alors, cette espèce-là, on la verra tout à l'heure. Si vous voulez, c'est un petit phasme avec des ailes roses, très joli. Mais les espèces ailées peuvent être aussi très grosses. Bon, là, on ne voit pas évidemment, mais c'est un phasme connu d'Australie, qui est un phasme qui peut voir cette taille-là, de la tête à l'abdomen, et qui peut voler. C'est-à-dire qu'on voyait un truc comme ça voler, c'est assez impressionnant, ça fait beaucoup de bruit. On peut dire que beaucoup de phasmes vont voler. Alors, s'il n'y a que 40% des espèces qui peuvent voler, c'est parce que forcément, voler, enfin avoir des ailes, ça a des avantages et des inconvénients, bien évidemment. Les inconvénients d'avoir des ailes, eh ben, c'est que ça demande beaucoup d'énergie de voler. Les phasmes n'ont pas forcément beaucoup d'énergie pour mettre dans le vol. Et c'est pas toujours très bon au niveau du camouflage. C'est vrai que on se camoufle moins bien quand on vole. Mais les avantages, les gros avantages d'avoir des ailes, bien sûr, c'est de pouvoir s'enfuir rapidement et surtout de se déplacer plus loin. Quand vous avez un phasme qui n'a pas d'aile, hop, voilà, celui-là, là, s'il veut bouger, s'il n'a pas d'aile, il n'ira pas bien loin. Il va se balader autour de là où il est. Ok, mais un phasme avec des ailes. Alors lui, par contre, il peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et potentiellement rencontrer un partenaire. On rigole, mais c'est l'avantage premier. Et c'est pour ça que la plupart ont des ailes, c'est tout simplement pour pouvoir se retrouver pour la saison des amours. Ce qui fait qu'on va pouvoir enfin parler du sexe chez les phasmes. La partie intéressante. Enfin, jusque-là, on va démarrer classique. Les phasmes, pour la plupart des espèces, sont assez classiques dans leur reproduction. Une reproduction sexuée, on a des femelles, on a des mâles. Bon, jusque-là, rien de bien étonnant. Et on retrouve ce qu'on retrouve chez beaucoup d'espèces d'insectes, ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une différence de forme entre le mâle et la femelle. Et souvent, comme chez beaucoup d'insectes, la femelle sera beaucoup plus grosse que le mâle. Parce que le mâle, lui, il est petit et il a souvent des ailes pour aller se déplacer et retrouver la femelle. La femelle, elle, comme je vous ai dit, avoir des ailes, ça demande de l'énergie. La femelle, elle pond des œufs. Donc il vaut mieux qu'elle garde son énergie pour pondre les œufs. Souvent, les femelles vont rester sur place, attendre que les mâles arrivent. C'est ce qu'on retrouve chez beaucoup d'insectes. Voilà, si on regarde les phasmes feuilles, par exemple, ou les phasmes scorpions, là, il y a les deux sexes sur la photo. Donc les femelles, elles sont très grosses. Les mâles sont plus petits, souvent avec des ailes. Elles sont souvent toujours avec des ailes chez ces espèces, mais il y a des espèces où ils n'ont pas forcément. Mais attention, ce n'est pas toujours vrai.
Et il fait bien vous le dire, lui, parce qu'effectivement, celui-là, c'est un phasme qui a une reproduction assez particulière. Mais avant d'en parler, on va parler déjà de notre école de la reproduction des phasmes. Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez connu, la parthénogenèse. Et ça, c'est quelque chose que font les phasmes les plus classiques, disons que les phasmes qui sont en élevage de manière permanente à l'heure et café, et les phasmes moroses, les Carus morosus, font ça très bien, ils pondent des œufs, et les œufs éclosent sans aucune fécondation. La parthénogenèse. Finalement, voilà, si une femelle toute seule va pondre un œuf et que l'œuf éclot, bah, on peut dire que la femelle se clone carrément. Un petit rappel génétique, ça va être très rapide. Voilà, dès qu'on a des animaux qui font une reproduction avec une fécondation, disons des chats, parce que c'est mignon, hop, l'ADN du mâle, l'ADN de la femelle se retrouvent dans leurs cellules, tac, le mâle il fait des petits spermatozoïdes, la femelle fait des ovules, bim, fécondation, je vous passe les images, et on peut avoir tout un tas de petits chatons qui vont avoir un petit peu de la femelle, un petit peu du mâle. Chez les phasmes qui font de la parthénogenèse, on a la femelle, on n'a pas les mâles. C'est-à-dire que les femelles, on va avoir leur ADN dans leurs cellules, elles vont faire des ovules tout pareil. Il n'y a pas de fécondation, du coup, bah, ça donne tout un tas de femelles mais qui ont exactement le même ADN que leur mère. Donc finalement, elles sont toutes parce que c'est des femelles, toutes identiques. Et chez ces espèces, du coup, bah, elles se clonent, mais de manière très rapide. Elles peuvent pondre jusqu'à 1 œuf par jour, ces espèces-là. On se retrouve vite avec plein de clones, ce qui est assez marrant. Et chez l'espèce qu'on a vue tout à l'heure, le revoilà, le fameux. Alors, c'est un genre de phasme. Alors, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, mais de rester correct dans mes termes. Tout un genre qui ont une sexualité qui varie, disons. On parle de reproduction métasexuée. Alors, si vous pensiez être perdu avec toutes les identifications sexuelles, sachez que chez les phasmes, c'est pire parce qu'ils peuvent faire pas mal de choses différentes. De la fécondation ou de la parthénogenèse au choix, suivant la situation. Ils peuvent même s'hybrider entre espèces. C'est un bazar pas possible. Du coup, je voulais vous en parler, mais comme c'était assez compliqué, que ça vaudrait une conférence à elle toute seule, cette partie-là, je me suis dit qu'on va faire quelque chose de rapide et se dire finalement, s'il y a des espèces qui choisissent entre parthénogenèse et fécondation, c'est qu'il va y avoir des avantages et des inconvénients pour les deux côtés. Pour la parthénogenèse, l'avantage, bon, c'est que c'est efficace la reproduction. Je vous l'ai dit, une femelle, elle fait une femelle, la petite femelle, enfin un clone, quoi, qui grandit, qui refera des femelles, etc. Donc ça se va très très vite pour se reproduire. En plus de ça, il n'y a plus besoin de chercher un partenaire, c'est pratique. Mais le problème, bah, c'est que c'est toutes les mêmes. Ça peut être gênant. A l'inverse, quand on se féconde, eh ben, on a un mélange entre les deux partenaires, ce qui fait une plus grande diversité finalement au niveau génétique. Mais le problème, c'est qu'on aura toujours besoin de l'autre sexe pour se reproduire. Donc effectivement, suivant les situations, il y a des espèces qui peuvent choisir l'un ou l'autre de ces modes de reproduction. Je trouve assez balèze quand même. Voilà, et la petite question qu'on se pose, c'est que finalement, on se dit la parthénogenèse, ça fait des clones, c'est toutes les mêmes. Et bien c'est le petit point d'interrogation qui fait toute la différence. Toutes les mêmes, c'est pas sûr, et c'est là-dessus que je vais vous teaser un petit peu. Sachez que chez les phasmes, quand les femelles se reproduisent en faisant la parthénogenèse, ce ne sont pas des clones parfaits, ce sont finalement des individus qui ont une diversité génétique aussi grande que s'il pouvait y avoir une fécondation. Parce qu'ils ont des phénomènes de mélange d'ADN interne, en quelque sorte, que nous on n'a pas, qui peuvent créer une grande diversité à partir d'un seul ADN. Et ça, c'est complètement fou, mais j'ai moi-même pas tout compris, donc on en parlera plus tard, dans quelques années. On va surtout parler des œufs finalement. Là, si j'ai parlé de reproduction, c'est drôle en soi, mais vraiment le côté super intéressant chez les phasmes qu'on oublie souvent, ce sont les œufs. Les œufs, ils sont fantastiques. Voilà, un exemple très rapide des différents œufs qu'on peut avoir des différentes espèces. Vous avez peut-être vu quelques-uns dans l'animation précédente, j'ai vu qu'il y avait des diapos avec des œufs. On a une diversité énorme d'œufs. Et je vous rappelle, les phasmes français, vous avez dit au début, ils se ressemblent vachement, c'est tous des brindilles, plus ou moins verts, marron, mais leurs œufs sont extrêmement différents. Leurs œufs sont très rares. Je ne pourrais pas vous dire lequel est lequel, mais du coup, savoir que les espèces, on les reconnaît parfois souvent grâce à leurs œufs. Il n'y a pas beaucoup d'œufs qui se ressemblent. Les œufs, comme je vous l'ai dit, ils sont pondus en très grand nombre. Une femelle peut pondre 1 à 6 œufs par jour. Alors c'est une quantité phénoménale d'œufs. Après, ils ne vont pas tous éclore, c'est une stratégie qui consiste à pondre beaucoup et à espérer qu'il y en ait quelques-uns qui survivent. Parce que les insectes ne s'occupent pas de leurs petits. Et ces œufs sont donc très différents suivant les espèces. Alors un petit quiz là-dessus.
histoire de recadrer votre attention. À qui sont ces œufs? Je vais vous présenter 5 œufs. Et vous allez me dire, ok, les espèces de phasmes qu'on a vues. Alors un phasme scorpion, à votre avis, son œuf, c'est lequel? Oui. Le 4. 4. Vous pensez vraiment que c'est le 4? Raté, c'était le 2. Bon, c'est impossible de savoir. Le phasme morose, le Cordus morosis, peut-être que si vous avez observé les terrariums, vous avez peut-être vu ces œufs parce qu'il y en a au fond. Ouais. Exactement, celui-là c'est le 1. Bien joué. Ensuite, alors voilà, cette espèce de phasme chelou là, tout bleu avec des grandes ailes. Ouais. Ah, on a envie de lui dire que c'est le 4 parce que ça doit être bizarre, mais pas du tout, en fait c'était le 5. Un œuf tout bête. Et le phasme-feuille Philium philippinicum, phasme-feuille des Philippines. Le 4? Bah oui, pour... du coup c'était le 4. Et le dernier, à votre avis, à qui appartient cet œuf? Eh ben c'est pas un œuf, c'était le petit piège. Exactement, parce qu'en fait c'est une graine. Ah, les œufs ressemblent à des graines. Eh ben oui, à s'y méprendre. C'est même la graine d'une plante qui est extraordinaire, qui s'appelle le concombre explosif. Je vous assure, on le voit ici. C'est quand le fruit est mûr, quand on le presse un petit peu, là on voit les doigts, eh bien il se décroche, et en se décrochant, il va éjecter toutes ces graines dans toutes les directions. Alors, vous savez pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne tombe pas tout simplement? Exactement, voilà. C'est pour diffuser ces graines le plus loin possible. Sans qu'une plante, ça ne bouge pas. Donc forcément, ça a besoin d'une adaptation pour pouvoir envoyer ces rejetons un peu partout dans la nature. Parce que si tous ils vont pousser là, bah, voilà, les petits vont finir par étouffer la plante mère finalement. Voilà, c'est ce qu'on appelle la dispersion, grosso modo. Dispersion chez les plantes. Les plantes ne bougent pas, donc elles ont plein de stratégies pour disperser leurs graines. Est-ce que vous connaissez des stratégies de plantes pour disperser les graines? Il y en a qui sont assez connus. Le vent. Oui, c'est le plus connu, par exemple, le vent chez le pissenlit. Classique, grand classique. Ouais. Ouais, la plante qui éjecte les graines, mais du coup on vient de la voir. Donc c'est pas celle-là que je vais vous montrer, et puis c'est pas dans l'ordre de mes diapos. Oui, ça fait, ouais, exactement. Mais ça fait partie du vent du coup. Hein. Ça reste une dispersion dans l'air. Donc ça fait partie, c'est pas vraiment le souffle du vent, mais ça reste dans l'air. Donc c'est grosso modo dans la même catégorie. Ouais. Les oiseaux, bah même les animaux de manière générale. Là je vous ai mis plutôt un exemple où on a du crin de cheval avec des petites graines qui s'accrochent dessus. Vous savez, on a ça, des points qui s'accrochent sur les habits. C'est des graines qui sont faites pour s'accrocher aux poils des animaux et être déplacées avec les animaux. Effectivement, les oiseaux le font aussi en mangeant les fruits, les graines directement. Et un autre que je trouve assez marrant, par l'eau. Les noix de coco se dispersent dans les océans en flottant à la surface. C'est pour ça qu'on les retrouve toujours sur les plages. Elles germent là où elles s'échouent et elles se déplacent comme ça. Voilà, je trouvais juste ça rigolo. Les phasmes, eux, du coup, ont copié un petit peu les mêmes stratégies des plantes. Comme ils vont avoir vraiment le même mode de vie qu'une plante, ils vont rester assez sédentaires sur leur plante, passer leur vie sans trop bouger. Et bien pour déplacer leurs œufs, pour que leurs œufs se dispersent un peu partout, sachant qu'ils en font plein, voilà, si jamais ils ont un par jour, ça fait 300 œufs dans l'année. Bon, normalement, si tous les petits ils viennent manger les feuilles qu'on mange, ben, alors que c'est pour tout le monde, donc il faut les envoyer un petit peu au loin. Et donc ils vont avoir les mêmes stratégies. Souvent, la stratégie principale consiste à pondre, les laisser tomber par terre, les laisser dans la terre, et voilà, et que les petits, ils bougeront tout seuls. Mais il y en a qui ont des stratégies pour les bouger un peu plus loin. Notamment en utilisant le vent. Alors ça, encore une fois, c'est juste un exemple, il n'y a qu'une espèce qui le fait, mais je trouve ça super, alors je vais vous en parler. La technique d'avoir des œufs comme ça, comme les graines d'érable, du coup, comme vous disiez, hein, avec des petites ailettes sur les côtés. Alors, il faut savoir que c'est unique chez les insectes. Hein. C'est le seul insecte qui a un œuf qui a cette forme-là. Et donc, il n'y a qu'un seul phasme qui le fait, c'est le numéro 2, hein, rappelez-vous la taille, c'était le phasme. Le deuxième plus grand, qui vit à Bornéo. Et effectivement, c'est lié à son mode de vie, parce que ce phasme, il vit dans la jungle, il vit même dans la canopée des arbres, c'est-à-dire tout au sommet de la jungle, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Il descend quasiment jamais. Donc, le phasme, il est dans la jungle, vous le voyez. Il est là. Il vit là-haut. Et donc forcément, quand il pond, bah, il va pas se bouger pour aller pondre ses œufs partout. Il laisse tomber ses œufs. Si les œufs sont tout ronds, bah, ils vont tomber juste au pied de l'arbre. Mais lui, avec ses petits œufs avec des ailettes, hop là, comme des graines d'érable, elles vont un peu glisser avec le vent et aller un peu partout au niveau du sol, ce qui lui permet d'avoir des œufs un peu partout. Du coup, les petits ils remonteront sur les différents arbres plus loin et pas forcément sur l'arbre de leurs parents. Donc, ils couvrent une plus grande zone.
Bon, ça c'est une adaptation assez intéressante, mais c'est un peu un cas unique. Ce que font beaucoup de phasmes, ils ont des alliés, des alliés formidables. Alors là, je vous ai mis des graines, il n'y a pas de piège, c'est vraiment des graines. Et les œufs de phasme, il n'y a pas de piège, c'est vraiment des œufs de phasme. Voilà. À peu près, voilà, je ne les ai pas mis à l'échelle, je les ai mis de la même taille, les uns en face des autres pour qu'on puisse les comparer. Et qu'est-ce qu'on voit de commun entre ces structures finalement? Ouais. Et une petite boule en haut, exactement. Et bien cette petite boule, elle a une importance bien particulière. Chez les plantes, ça s'appelle un élaïosome. C'est une structure avec un petit peu de graisse dedans, et ça plaît énormément aux fourmis. Les fourmis, elles adorent ça, du coup, elles prennent la graine par ça, elles l'amènent dans leur fourmilière, et puis finalement, la graine, elle finit par rester dans la fourmilière, et comme elle est déjà sous terre et déplacée par les fourmis, ben, elle se disperse, elle est enterrée, elle n'a plus qu'à germer. Donc c'est super pour que les plantes se déplacent. Donc très bonne adaptation. Donc la plante met un peu de son énergie à faire de la nourriture pour fourmis. Derrière, les fourmis déplacent les graines et les enterrent toutes seules. Donc c'est vachement bien. Les phasmes se sont dit, bah, génial, on va faire pareil. Donc paf, ils copient les graines, ils font cette petite structure qui va s'appeler le capitulum, mais du coup qui, elle, ne contient aucune nourriture pour fourmis, c'est juste histoire de les leurrer. Et les fourmis, bah, ça va être exactement pareil. Elles vont tout simplement récupérer les œufs, hop, et les amener dans leur fourmilière en pensant que c'est des graines. Et pour les phasmes, c'est génial, parce que bah, les œufs sont dispersés au loin, et en plus de ça, dans les fourmilières, bon, ils ne vont pas germer, mais ils seront à l'abri des prédateurs et des parasites. Surtout des prédateurs. Voilà, parce qu'effectivement, on l'avait dit tout à l'heure, les oiseaux, ils peuvent manger des graines de plantes, une graine peut passer dans l'estomac de l'oiseau, puis ressortir dans les crottes et germer ensuite. Pour les phasmes, on s'est demandé, est-ce qu'ils vont vraiment aller aussi loin dans la copie des plantes et pouvoir du coup résister au passage dans l'estomac d'un oiseau? Eh ben non. C'était un peu trop beau, non, les œufs ne survivent pas. Il y a eu une expérience qui a été faite, on a pris des très jolis œufs, là, de deux espèces différentes, on les a fait passer dans l'estomac d'un poulet, hop, et derrière on s'est dit, est-ce qu'ils vont survivre? Et en fait pas du tout, ils ont été complètement digérés. Enfin, il y en a juste un qui a survécu sur 1000, c'est pas terrible, disons que les œufs ne sont pas adaptés à ça. On s'est dit, bon c'est fini, les phasmes ont leurs limites, ne peuvent pas résister à l'intestin d'un oiseau, donc ils n'utilisent pas les oiseaux pour se disperser comme les graines. Sauf que, cette année, on a découvert un truc, une équipe de chercheurs japonais a découvert ça. La photo, vous vous rappelez de l'oiseau, de phasme qui s'est mangé par les oiseaux quand je parlais de la prédation, c'était pas n'importe quoi, c'est la photo de ces chercheurs-là, dans le cadre de leur étude. Cette espèce-là, alors attention, Ramulus irregularitarum, voilà. Cette espèce-là particulièrement, ça a été observé que chez elle pour l'instant. Elle est capable, donc les femelles avec les œufs dans l'abdomen se font manger par les oiseaux. Donc la femelle est digérée, mais les œufs restent intacts dans les crottes d'oiseaux, mais c'est pas l'œuf qui est mangé directement. Voilà. Les œufs sont encore dans la femelle quand ça se fait manger, c'est pas tout à fait pareil que pour les graines. Et derrière, les œufs peuvent éclore. Bon, pas tous, hein, il y a environ 10% qui arrivent à éclore. Donc c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour dire que c'est pas négligeable non plus. Et que ça peut être une stratégie utilisée par ces insectes pour effectivement disperser. En tout cas, encore une fois, c'était découvert cette année. Peut-être qu'en réfléchissant un peu plus et en étudiant ça, en observant d'autres espèces, on se rendra compte que c'est vrai pour beaucoup d'autres. On ne sait pas encore, c'est tout récent. Ce qui me permet de vous parler, en parlant de dispersion, tout ça, oui, question. C'est juste pour savoir, du coup, les femelles après fécondation, elles s'exposent pour se faire manger ou... Et bien du coup, je sais pas. On ne sait pas vraiment s'il y a un comportement d'exposition pour se faire manger. Et vu que, effectivement, la conclusion de l'étude, c'était comme il n'y a que 10% de réussite d'éclosion derrière, c'est plus une adaptation au fait d'être mangé, plutôt que vraiment un comportement où il cherche à se faire manger. Parce que par rapport aux stratégies, 10% c'est pas... C'est pas énorme. Donc on va parler un petit peu d'évolution pour finir, sans transition aucune. Un petit peu quand même, parce que du coup, je vous parle de dispersion, d'aller loin, ça marche quand on est sur un continent. Mais quand on est sur une île comme ça, on peut bien essayer d'aller loin, ça ne donnera pas grand chose. Et cette île-là, elle n'est pas anodine, hein. Je vous en parle parce que c'est une île sur laquelle on a retrouvé des phasmes. Alors, on va raconter la petite histoire des phasmes des îles. Ça, c'est l'océan, avec des petites îles un peu partout. Il y a très longtemps, il peut y avoir un phasme qui est sur une île, tranquillou, et il est assez proche des îles d'à côté, donc en fait, il pourrait se déplacer d'une île à l'autre. D'aller de là à là, puis de là à là, mais pas vraiment de là à là, parce que c'est un peu loin. Mais il peut aller d'île en île, comme ça. Donc au fur et à mesure des milliers d'années, en se laissant porter par le vent, par les eaux,
sur du bois qui flotte, etc., on peut se retrouver avec le phasme qui colonise toutes les îles. Et puis, encore une fois, les millions d'années passant, tectonique des plaques, montée des océans, que sais-je encore, il y a certaines îles qui peuvent disparaître. Ouais, carrément, transcendance. Certaines îles qui peuvent disparaître, et on se retrouve avec des phasmes complètement isolés les uns des autres. Et en étant totalement isolés, sans contact entre eux, ils finiront chacun par se spécialiser à l'habitat qu'ils retrouvent sur leur île et donner naissance à plusieurs espèces différentes. Et parfois, on peut donc retrouver des phasmes complètement isolés sur des petits îlots rocheux qui sont complètement différenciés des autres, de par leur isolation. Et ça, ce que je vous raconte, c'est l'histoire vraie de ce petit îlot qu'on appelle l'île de Lord Howe, au large de l'Australie, sur lequel on a retrouvé récemment un gros phasme. C'est bon? Ouais. Un gros phasme qu'on appelle le homard des arbres. Peut-être que vous en avez parlé, ça fait un petit peu de bruit, parce que c'est une espèce qu'on croyait éteinte depuis les années 1900, qu'on n'avait plus jamais revue et qu'on a retrouvée sur ce petit îlot, justement. Et donc là, le fait de se spécifier comme ça, de donner naissance à des espèces différentes en fonction de l'isolement géographique, c'est aussi vrai pour beaucoup d'autres espèces. Oui. Mais est-ce qu'une espèce comme ça, peut se spécifier, est-ce qu'elle peut devenir toxique, enfin se transformer comme une espèce neutre à une espèce... Alors après, ça va dépendre aussi de si elle s'acclimate à ça peut pas être trop différent des espèces qui ont donné naissance, mais ça dépend aussi beaucoup de l'environnement dans lequel elle évolue. Et donc des stratégies qu'elle mettra en place pour arriver justement à s'adapter à son environnement. Et donc tout ça, pour conclure, on va finir là-dessus. Ce que je vais vous présenter, c'est un phénomène assez connu en écologie qu'on appelle la spéciation allopatrique. C'est la création de nouvelles espèces par une isolation géographique. Donc souvent, on l'illustre très bien avec des îles. Voilà, on peut aussi imaginer des falaises, on peut imaginer tout. Il suffit que les espèces soient isolées les unes des autres pendant très longtemps. Et potentiellement, si les milieux sont différents, les pressions sont différentes, on pourrait donner naissance à des espèces différentes. Et ce qui est intéressant dans le cas des phasmes, et c'est cet article qui est ici de 2015, qui élabore une théorie assez intéressante, qui reste une théorie aujourd'hui, de se dire, imaginons on a une grande île comme ça. Une grande île avec une espèce de phasme et plein de petites îles autour. Et bah du coup, si le phasme il fait un peu comme le phasme de Lord Howe, et du coup il se balade d'île en île, blablabla, ça donne naissance au fur et à mesure des milliers d'années une espèce par île, suivant ce phénomène. Mais si jamais toutes ces espèces différentes là, décidaient de revenir sur la grande île, et ben, on part d'une espèce à une diversité folle d'espèces. Et ça c'est l'étude écologique des phasmes qui a élaboré cette théorie, qui est en bonne position pour expliquer en partie, bien sûr, la biodiversité folle d'une île bien connue, qui est l'île de Madagascar. Il y a une très grande biodiversité, et on s'est dit peut-être que cette biodiversité aussi folle sur une île, sortie de ces zoos, avec beaucoup d'espèces qui ne vivent que là, pourrait venir d'une spéciation par les îles qu'il y a autour, qui auraient peut-être du coup disparu au fur et à mesure du temps, parce que beaucoup sont des îles volcaniques, qui ne vont pas forcément rester là éternellement. Et donc, cette théorie sur la diversité des espèces vivantes sur l'île de Madagascar vient donc de l'étude des phasmes, et j'ai trouvé ça très bon. Qui, du coup, me fait conclure, on me dit merci les phasmes, parce que finalement, au début on se dit c'est juste un petit bâton vert, mais finalement, quand on prend le temps de l'observer et d'être curieux, eh ben, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, on peut même parfois expliquer les grands principes du vivant. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en apprendre plus, donc je me suis pas présenté, mais du coup je fais partie de l'association Habitaturae. On a un site internet ici, avec beaucoup d'articles, des planches illustrées. Vous pouvez retrouver aussi nos conférences qu'on a déjà données sur YouTube, nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en apprendre plus, il n'y a aucun souci. Maintenant, je suis aussi disponible pour répondre à vos questions, parce que je ne suis pas non plus rentré beaucoup dans les détails. Si vous voulez en apprendre plus sur l'évolution, sur la génétique des phasmes, il n'y a pas de souci, je reste encore là un petit bout de temps. Et si vous voulez observer ceux qui sont en terrarium, il y a aussi moyen. Voilà. Il y a aussi du coup les planches de BD sur les murs, donc c'est votre association. Si j'ai des questions sur les manchots ou sur les droits des abysses, c'est aussi à vous. Voilà, exactement. Tout ce qui a trait à l'écologie en général. C'est vrai qu'on est plutôt spécialisé dans la compréhension du vivant de manière globale et pas juste du fonctionnement d'une espèce. Le principe de l'écologie scientifique. Voilà. Oui. Quel est le temps de vie d'un phasme? Alors c'est variable selon les espèces. Pour les petits phasmes bâtons,
Carus tuberosus, d'élevage, ça sera généralement peut-être 1 an, je crois, hein, c'est ça, de l'éclosion à 1 an. Les plus gros, pour retrouver vraiment, je pense qu'ils vivent quelques années. Rarement, quand même, ça reste des insectes, et les insectes ont rarement une vie très longue, ça ne dépasserait pas les 7-8 ans, une petite dizaine d'années. Voilà. Grosso modo, c'est dans ces eaux-là. Je ne saurais pas dire après précisément la longévité. C'est assez dur en fait de déterminer la longévité d'un animal. Parce que il faudrait qu'on puisse, par exemple, en suivre un dans la nature, ce qui est très compliqué, ou alors en avoir un en élevage. Mais les conditions d'élevage sont souvent mieux que dans la nature et les animaux d'élevage vivent parfois plus longtemps. Donc c'est toujours un peu dur à dire. Mais je dirais grand maximum une dizaine d'années. Et ceux qui sont en terrarium là, sont capables de se reproduire, de faire des clones et de se multiplier. Alors oui, du coup les phasmatons, les Carus tuberosus, sont des espèces d'élevage très faciles à avoir parce qu'ils ont besoin de la température et de l'humidité ambiante qu'on a ici. Mais si c'est une espèce qui vient d'Inde, je crois, à la base, donc du coup les conditions climatiques qu'on a, ils correspondent, pas besoin de la chaleur ou de l'humidité en plus. Ils pondent 1 œuf par jour dans des conditions normales et puis ils ont environ 90% de son éclosion, donc ça se reproduit à foison. Et c'est beaucoup utilisé, du coup, là je ne vais pas trop détailler, mais notamment dans les études génétiques. Voilà, pour comprendre un peu le fonctionnement génétique de l'ADN. Voilà, les phages sont beaucoup utilisées pour ça, parce que ça se reproduit très facilement, et donc c'est très facile à étudier. Sont tous herbivores. Alors ils sont tous herbivores. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs avec ça, c'est que les phasmes, 99% des espèces qu'on peut retrouver dans la nature, d'où qu'ils viennent dans le monde, 99% des espèces vont se nourrir peuvent en tout cas se nourrir de ronces. Voilà, c'est une plante qui leur correspond. Même des phasmes tropicaux, voilà. Il n'y a que quelques espèces qui sont spécialisées, mais de manière générale, les ronces, ça va. Est-ce qu'il peut être nocif pour des cultures par ça? Ouais, c'est possible, oui. C'est possible. Je pense par exemple, on parlait sous est-ce que en comparaison, est-ce qu'ils peuvent aussi avoir ce genre de. Ah oui, c'est possible. C'est possible que localement, dans certains pays, en fonction des espèces et des cultures, si jamais ils se nourrissent d'une certaine plante et cette plante est cultivée, ça peut potentiellement être un ravageur de culture. Voilà, ça dépend des espèces. Mais il me semble qu'il y a déjà eu le cas aux États-Unis, je crois, d'une espèce qui du coup posait des problèmes dans l'agriculture. Mais bon, après, comme ils ne sont pas, encore une fois, spécialisés sur une plante en particulier, ils ne sont pas vraiment ravageurs comme d'autres espèces qui vont vraiment manger que ça. C'est un mode de vie très lent. C'est pas comme les nuages de criquet non plus, c'est vraiment.